Économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Plaisir de vous retrouver pour le rendez-vous de l'information sur Africable Télévision. Voici les titres de cette édition. Au Kenya, le pays rend hommage aux victimes de l'attaque du Westgate. Un an après, des milliers d'habitants de Nairobi se souviennent de cet événement douloureux, mais surtout des 67 personnes qui y ont perdu la vie. Grande marche mondiale ce dimanche en prélude au sommet des chefs d'État sur le climat qui doit se tenir la semaine prochaine aux États-Unis. Et le pape François encourage à la cohabitation pacifique et à la collaboration entre les pratiquants de différentes religions. Il était ce dimanche en Albanie et c'est l'essentiel de son message. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Au Mali, dans le cadre d'une vaste opération d'entretien et de promotion des monuments de la capitale, le groupe Africable a lancé l'initiative SOS Monuments. Le groupe Africable s'engage. Après plusieurs jours d'intenses travaux, le monument de l'indépendance, déjà réceptionné par les autorités maliennes, verra ce lundi 22 septembre la cérémonie de dépôt de gerbe par le président de la République à l'occasion de la célébration de l'indépendance du pays. On fait donc le point avec nos reporters Aminata Mariko, Daouda Doumbia et Sekou Doumbia. Depuis le 30 juillet dernier, le groupe Africable a répondu à l'appel du ministère malien de la Culture pour redorer l'image de ces joyaux qui non seulement contribuent à l'embellissement de la capitale malienne, mais aussi retracent pour la plupart l'histoire d'un peuple. Le ministère de la Culture et le groupe Africable sont en train d'en écrire une page concrète. La culture en partage partout au Mali nous donne le devoir de prendre soin de la chose commune et publique. Le gouvernement du Mali a toujours mis en avant la promotion du patrimoine culturel, non plus par ses seuls moyens, mais bien par l'implication des communautés et des collectivités. Partenaire incontournable des grands événements, le groupe Africable s'engage en ces termes. C'est un honneur dont nous sommes fiers en effet parce qu'un monument n'est pas seulement une œuvre architecturale, si belle soit-elle, ni simplement un lieu de mémoire. Il s'agit aussi et surtout d'un marqueur essentiel de l'histoire d'un peuple et d'une nation en devenir. À ce titre, et parce qu'il nous renvoie à notre mémoire collective, nous devons à nos monuments respect, entretien, attention et promotion. Ainsi, l'initiative SOS Monuments est lancée au grand bonheur du monde de la culture. Pour une première étape, 6 grands monuments de la capitale sont sélectionnés. Il s'agit de la Tour de l'Afrique, des monuments de l'indépendance, de l'éléphant, de Cabral, de Kwame Nkrumah et de la place Mamadou Konaté. Après plusieurs jours d'intenses travaux par l'entreprise exécutante, le monument de l'indépendance déjà réceptionné par les autorités maliennes verra ce lundi 22 septembre la cérémonie de dépôt de gerbe par le président de la République à l'occasion de la célébration de l'indépendance du pays. L'opération SOS Monuments est une initiative du ministère de la Culture pour concrétiser le vœu d'un partenariat public-privé bénéfique aux populations du Mali. En s'engageant aux côtés du ministère de la Culture, Africable Télévision entend prendre soin de 6 monuments en assurant les services de nettoyage, de jardinage et de gardiennage de ces infrastructures. Aujourd'hui, tous ces monuments font partie de la vie bamakoise et sont devenus les symboles de la ville. Au-delà de l'aspect esthétique, les Bamakois leur reconnaissent aussi un côté didactique malgré le manque de plaques. Direction Kenya à présent, hommage ce dimanche aux victimes de l'attaque du Westgate. Il y a tout juste un an, 67 personnes ont été tuées dans l'attaque du centre commercial Westgate à Nairobi,
Un attentat perpétré par 4 assaillants âgés de 19 à 23 ans qui seraient des islamistes liés au Shebab somalien. Et selon les enquêteurs et médecins légistes, ces derniers avaient été tués au cours des affrontements avec les forces kenyanes lors du siège. La commémoration cette année s'est déroulée sous haute sécurité par crainte de nouveaux attentats. Poursuivons avec des violences en Égypte. Elles ont éclaté ce dimanche dans la capitale égyptienne. Un attentat à la bombe a donc fait 2 officiers de police tués et 6 personnes blessées. Aucune revendication n'a été faite, mais les soupçons se portent sur Al-Qaïda. Par ailleurs, toujours ce dimanche, 6 militaires ont été tués dans un accident d'un avion militaire dans le centre du pays. Un autre militaire a été blessé. Le crash est survenu au cours d'un entraînement dans la province de Fayoum, à une centaine de kilomètres au sud du Caire. Il s'agirait probablement d'une panne. Le chef d'état-major a ordonné une enquête sur cet accident. Aujourd'hui, 21 septembre 2014, journée mondiale pour la paix qui est célébrée cette année sur le thème « Le droit des peuples à la paix ». Les Nations Unies lancent une invitation à tous les pays et tous les peuples à respecter l'arrêt des hostilités en ce jour, mais aussi à célébrer cette journée à travers l'éducation et la sensibilisation des populations aux questions liées à la paix. En Albanie, le pape François a été ce dimanche à Tirana. Au cours de sa visite, le Saint-Père a tenu à mettre l'accent sur la cohabitation pacifique et la collaboration entre ceux qui appartiennent à de différentes religions. Et selon ses mots, tuer au nom de Dieu est un grand sacrilège, discriminer au nom de Dieu est inhumain. Des dizaines de milliers de fidèles réunis pour sa parole et sa présence. Le pape François n'a pas choisi l'Albanie au hasard. L'Église y est en plein essor après la dictature marxiste. Le pays est dirigé par une coalition entre musulmans majoritaires, catholiques et orthodoxes. Un modèle de coexistence harmonieuse selon lui. Sur cette place dédiée à une humble et grande fille de cette terre, la Sainte Mère Teresa de Calcutta, je veux vous répéter ce salut. Paix dans vos maisons, paix dans vos cœurs, paix dans vos nations, paix. Nul ne peut utiliser la religion pour justifier la violence, a aussi déclaré le pape à l'adresse de toutes les communautés. Une allusion claire aux violences des djihadistes en Irak et en Syrie. La presse italienne évoquant un danger potentiel posé par des islamistes venus du Kosovo voisin, des mesures de sécurité exceptionnelles ont été prises. La ville a mobilisé 2500 policiers, un climat qui n'a pas empêché le souverain pontife de circuler à découvert. La lutte contre le terrorisme concerne aussi la Belgique. On relève ces dernières semaines de nombreuses arrestations ainsi que des menaces sur le siège de la Commission européenne. A-t-elle évité un nouvel attentat quelques mois seulement après le musée juif de Bruxelles ? Le parquet fédéral enquête depuis des mois sur le dossier des retours de Syrie et on apprend que cet été, plusieurs individus ont été arrêtés. Il y a plusieurs opérations qui ont eu lieu, elles-mêmes suivies de mandats d'arrêt. Il y a plusieurs mandats d'arrêt qui sont actuellement en cours, certains ont été exécutés et donc les efforts seront continus afin de garantir la sécurité en Belgique par rapport à cette problématique bien spécifique. Alors qui sont-ils ? D'après le parquet, il s'agirait d'anciens combattants belges de l'organisation terroriste État islamique revenus depuis en Belgique. Mais combien sont-ils ? Impossible de le dire, 400 seraient partis, 90 d'entre eux seraient rentrés au pays. On parle de 90 ? Un certain nombre. Un certain nombre d'entre eux sont donc des candidats potentiels pour des projets terroristes en Belgique. Il nécessite dans tous les cas un suivi tout à fait particulier et continu de la part des services de l'État. Pas de chiffres précis, discrétion volontaire ou incapacité à chiffrer ces retours chez nous.
Ce qui est certain, c'est que surveiller 24 heures sur 24 ceux qui doivent l'être, c'est aussi l'une des priorités des services de sécurité français. En France, il faut à peu près, pour une surveillance physique, il faut à peu près 20 agents pour une personne à surveiller. Donc forcément, vu l'ampleur du phénomène, on est obligé malheureusement de hiérarchiser un certain nombre de cibles, un certain nombre d'individus. Et donc les services de renseignement doivent faire des choix. Choisir les cibles à surveiller, c'est aussi le cas en Belgique où manque de moyens oblige une vingtaine d'individus maximum peuvent être surveillés en même temps. Dans tous les cas, parquet, police et services de renseignement disent travailler ensemble pour tenter d'éviter un nouvel attentat. La télévision néerlandaise annonce que 2 Néerlandais arrêtés début août à Bruxelles avaient planifié un attentat à la Commission européenne. De son côté, la justice belge ne confirme pas cette information. La situation reste tendue en Syrie et depuis vendredi, près de 70 000 Kurdes de Syrie tentent de se réfugier en Turquie pour fuir les poussées des djihadistes de l'État islamique dans le nord-est de la Syrie. On assiste à un exode massif des populations kurdes qui ne sont pas toujours les bienvenues sur leur terre d'accueil. En une semaine, ils ont conquis une 60aine de villages du nord de la Syrie. Ce dimanche, ils resserrent leur étau sur Kobané, 3e ville kurde de la région. S'ils parviennent à la contrôler, ils établiraient du même coup une continuité territoriale sur une large portion de la frontière syro-turque. Les djihadistes de l'État islamique autoproclamé et leurs tanks affublés de drapeaux noirs affrontent des combattants kurdes en t-shirt venus en renfort de Turquie. Des combats qui accélèrent la fuite de dizaines de milliers de civils syriens. On a tout quitté avec nos familles, on a laissé nos maisons, nos biens, nos commerces et nos emplois à cause de leur cruauté et de leur tyrannie. Ils nous ont bombardés avec des avions, il y a eu des morts, des décapitations. Voilà ce que nous ont fait les gens de l'État islamique. Ces Kurdes syriens débarquent par familles entières, à pied, avec leurs maisons à bout de bras, des couvertures, des glacières, des enfants assoiffés et à bout de nerfs. 70 000 réfugiés en 24 heures selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Et c'est loin d'être fini. Plusieurs centaines de milliers d'autres pourraient suivre dans les prochains jours. L'ONU félicite la Turquie d'avoir ouvert sa frontière. Mais ce dimanche, ceux qui tentaient de passer ont été accueillis avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau. En Afghanistan, la commission électorale indépendante a déclaré ce dimanche Ashraf Ghani vainqueur de l'élection présidentielle. Les 2 candidats au second tour de la présidentielle afghane, Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah, sont enfin parvenus à un accord de gouvernement d'union nationale. L'Afghanistan connaît son nouveau président. Ashraf Ghani, l'économiste, a remporté le scrutin après 3 mois de contentieux. Mais la situation s'est débloquée ce dimanche. Avec son rival Abdullah Abdullah, Ghani a signé un accord de partage du pouvoir. Dans les faits, Ghani dirigera le gouvernement. Abdullah aura la charge de nommer un Premier ministre, un poste qui sera créé dans les 2 ans. Depuis le 14 juin, second tour de l'élection présidentielle, les 2 candidats s'accusaient mutuellement de fraude. Il a fallu l'intervention du secrétaire d'État américain John Kerry pour les convaincre de participer à un gouvernement d'union nationale, quels que soient les résultats. Hamid Karzai va donc quitter son poste après avoir géré le pays d'une main de fer depuis 2001. Mais après plus de 3 mois de crise et d'accusations violentes, l'exercice d'un pouvoir à 2 têtes risque d'être chaotique. C'est aujourd'hui la journée d'action mondiale et citoyenne contre le réchauffement climatique. 2 jours avant le sommet extraordinaire des chefs d'État sur le climat convoqué par l'ONU à New York, près de 150 pays marchent ce dimanche contre le réchauffement climatique. Il s'agit là d'une marche mondiale qui vise à interpeller les décideurs. Elle n'est affiliée à aucun parti politique ni aucune ONG. Et pourtant, depuis des semaines, Amélie prépare la marche pour le climat. À 32 ans, cette spécialiste de la consommation responsable a passé le cap de la signature de pétitions sur Internet. Elle est bénévole pour la manifestation parisienne. Là, on est en train de préparer tous les chocolats qu'on va distribuer
aux personnes, et aux personnes qui seront dans la marche et aux personnes qu'on va croiser en chemin pour les inciter à nous rejoindre. Comme le slogan de notre groupe, Art, c'était « La Terre est la seule planète où on trouve du chocolat, préservons-la ». Et bien là, en gros, on distribue du chocolat, entre autres. Direction Place de la République pour dérouler la banderole. À 2 jours du sommet sur le climat des Nations Unies où plus de 120 chefs d'État sont attendus, il faut taper fort pour éveiller les consciences des décideurs. C'est important que les pouvoirs publics se rendent compte que l'ensemble des citoyens et de la société civile est concerné par les enjeux climatiques et se mobilise pour trouver des solutions concrètes. À l'origine du Rassemblement mondial Avaz, un mouvement citoyen en ligne qui compte plus de 38 millions de membres à travers le monde. Aujourd'hui, le succès, c'est évidemment la mobilisation de Paris, mais c'est surtout une mobilisation mondiale dans plus de 158 pays, avec plus de 2000 organisations très très différentes, des organisations religieuses, des syndicats, des organisations qui travaillent sur le climat, qui travaillent avec les réfugiés, vraiment une très grande variété d'acteurs, et ça c'est le succès de ce qui se passe aujourd'hui. À Paris, ils étaient plusieurs milliers à défiler pour la bonne cause, dans une ambiance familiale et conviviale. Ce qui me semble super important dans cette marche, c'est qu'il n'y ait pas de leader politique derrière. Enfin, il n'y a aucun leader d'aucune sorte. Le fait que ça parte vraiment du peuple, je trouve que c'est ce qui fait la force de cette marche. Face à l'urgence climatique, les citoyens tirent eux aussi la sonnette d'alarme. Il est certainement déjà trop tard pour limiter à 2 degrés le réchauffement moyen de la planète, un seuil critique selon les experts du climat. Mais jamais trop tard pour faire de notre mieux. C'était là donc les images de cette marche à Paris en France. Nous restons en France. Nicolas Sarkozy s'explique ce soir sur son retour. Selon les statistiques, plus de 6 Français sur 10 ne souhaitent pas qu'il soit président en 2017 contre 37% qui le veulent. L'ancien président français souhaite transformer l'UMP et en faire un grand rassemblement afin de préparer une alternative crédible. Et pour sa part, Alain Juppé confirme sa candidature. Sa campagne, il la voit comme une longue marche. Dans le journal du dimanche, Nicolas Sarkozy précise sa stratégie. Première étape de la reconquête, l'UMP. Il veut rénover son parti de fond en comble. Je vais changer le nom du parti, mettre en place une nouvelle organisation, installer une relève. Pour le retour de Nicolas Sarkozy, sur le terrain aussi, la campagne a démarré. Premier tractage ce matin dans le centre de Paris. L'accueil est mitigé. Vous avez eu le nouveau départ. Oui, c'est partout. Moi, c'est l'arrivée qui m'intéresse. Le nouveau départ. Ce que j'aimerais à tous les hommes politiques d'aujourd'hui demain, qui nous parlent de nous, mais pas de leur restructuration, dont on sait que ce sont des combats internes, de nous. À Bordeaux ce matin, Alain Juppé, lui, persiste. On va en parler là. Je sais bien qu'aujourd'hui le match a commencé et que le tacle commence. Non, on essaye de faire croire que je n'irai pas jusqu'au bout. Ah ben, je vais en apporter la démonstration. Mais vous le verrez en 2016 et en 2017. Dans son fief de Neuilly, les partisans de l'ancien président sont eux impatients de repartir en campagne. Et santé pour refermer cette édition, nous sommes ce dimanche au 3e jour du confinement en Sierra Leone. Et selon le coordonnateur du Centre des opérations d'urgence, la campagne pourrait certainement être prolongée. La démarche n'a pas permis de toucher les 6 millions d'habitants en 3 jours. Au moins 56 nouveaux cas ont été identifiés au cours de cette opération, 92 corps découverts et enterrés. Toutefois, des inquiétudes résident sur la qualité des conseils prodigués, mais on rappelle là aussi que cette opération de confinement est sévèrement critiquée par Human Rights Watch. Point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.